Béatrice Couéron, je suis professeure d'économie et je dirige le site Melchior, développé par l'Institut d'entreprise en partenariat avec l'Éducation nationale. J'ai le grand plaisir aujourd'hui de vous accueillir pour ce 5e rendez-vous de l'économie en question autour de la thématique finance et risque, la finance pour amis. Et donc, pour modérer cet échange, je vais avoir le plaisir de laisser le soin à mon collègue Hervé Keradec, qui est IAITR d'économie-gestion de l'Académie de Rouen. Mais avant, c'est avec grand plaisir que je reviens vers vous, Bruno Bensasson, avec qui on tricote le fil de votre livre que nous avons suivi page après page. Vous êtes donc ingénieur de l'école polytechnique, école des mines. Vous avez un parcours de 10 ans dans la fonction publique. Vous dirigez aujourd'hui EDF Énergie Renouvelable, en laissant votre nom vous exprimer. Alors, un petit mot sur ce demi-parcours avant de terminer. Et vous voyez voilà, cette session dans 3 ou 4 séquences. Où en êtes-vous? Eh bien, merci beaucoup Béatrice, ravi de vous retrouver toutes et tous ici ou derrière les écrans. Effectivement, on a mi-parcours dans notre cycle de conférences, c'est notre 5e conférence de ce cycle, l'économie en question, et c'est toujours un plaisir de vous retrouver, de pouvoir répondre à vos questions et de pouvoir échanger sur cette science qui est passionnante et sur cet objet, l'économie, qui est tellement important pour la société. Merci beaucoup. Alors, vous connaissez le principe maintenant. Vous pouvez poser toutes les questions dans le chat. Vous pouvez revoir le replay, participer au forum. En fait, cet échange est vraiment fait pour vous et ça aide à mieux comprendre les enjeux économiques. Et j'ai le grand plaisir pour cette thématique sur la finance d'accueillir également, même si je laisserai Hervé Keradec le présenter, de recevoir Didier Marteau. Didier Marteau, un grand bonjour. Alors, on a travaillé dans le groupe d'experts sur le programme. Vous êtes intervenu de nombreuses fois dans le programme Melchior. Les étudiants vous lisent et vous adorent sur la finance. Ça, vous êtes aussi ici chez vous, à l'ESCP. Et c'est un grand plaisir d'être accueilli dans cette belle école que nombre d'étudiants rêvent d'intégrer. Merci beaucoup. Alors maintenant, je vous laisse la parole, Hervé Keradec. Merci Béatrice, tu as tout dit sur Didier Marteau, qui est un grand expert en finance et qui est professeur à l'ESCP. Je n'en dirai pas plus. Vous voulez rajouter quelque chose? Non. Très bien, c'est parfait. Et je voudrais quand même dire que Bruno Bensasson a fait un bouquin extrêmement intéressant qui s'appelle « L'économie n'est pas qu'une affaire d'argent ». Voilà. Il n'est pas interdit sur les placements de produits. Je vous le conseille, c'est à la presse des mines. Pour structurer cette intervention, donc, on va traiter 3 thèmes. Le premier porte sur la finance et l'assurance, gérer le temps, pallier les risques, ce sera notre première intervention. On verra, on va prendre des questions peut-être à la fin de chaque moment. On prendra vos questions, donc vous pouvez poser sur le chat. Le deuxième temps, ce sera épargne et investissement, avec cette remarque de grande sagesse, la patience paie. Après, une petite séance de questions. Et puis, le dernier thème que nous traiterons, c'est monnaie, obligation, action, sécurité ou rentabilité. Et là, vous pourrez poser absolument toutes les questions sur tout ce que vous voulez savoir sans jamais savoir oser le demander. Alors, la première question, je vais la poser à Bruno Bensasson. Au fond, à quoi sert la finance et l'assurance dans une économie? Alors, la finance et l'assurance, je dirais qu'elles permettent de gérer le temps et les risques. Et je vais m'expliquer. D'abord, il convient de noter que finance et assurance, elles peuvent être publiques ou privées. Par exemple, notre régime de retraite par répartition est une forme de finance publique. On épargne à travers les cotisations qu'on verse, cotisations sociales, quand on travaille. Ainsi, on acquiert une forme de droit de propriété sur le travail des actifs futurs. Et puis, avec cela, le moment venu, quand on sera à la retraite, eh bien, on est rémunéré de cette forme de droit de propriété au travers de pensions de retraite. Et de la même façon, le régime d'assurance chômage, d'ailleurs c'est marqué dessus, c'est une forme d'assurance publique. Alors, ensuite, quand on considère finance et assurance, il faut noter que la frontière est parfois ténue. On va le voir avec Didier, il y a certains produits qu'on va appeler financiers qui en fait ont une fonction d'assurance. Par exemple, si un agriculteur vend aujourd'hui sur ce qu'on appelle les marchés à terme à un prix fixé la récolte qu'il va produire dans un an, eh bien en fait, il prend une assurance contre la volatilité des prix. Et de la même façon, avec ce qu'on appelle les dérivés climatiques, il va pouvoir s'assurer
contre le risque de sécheresse. Et Didier pourra nous expliquer tout ça, puisqu'il est expert de ces marchés. Et s'il y avait des marchés pour ainsi tous les biens à terme et tous les risques, on dirait que les marchés sont complets. Le fait est qu'ils ne le sont pas totalement. Le rôle de la finance ainsi, donc gérer le temps, gérer les risques, je dirais que c'est un rôle à la fois modeste et important. Modeste, pourquoi? Parce que c'est un peu comme le cœur dans le corps humain. Quand on fait tous les comptes, le cœur c'est assez léger, ça consomme assez peu d'énergie. Finance et assurance, c'est la même chose. Ça fait 4% du PIB. C'est la valeur ajoutée de la finance et l'assurance, c'est 4% du PIB. Donc c'est aussi le revenu des salariés, des actionnaires de ce secteur. Et puis c'est un peu comme le cœur, pour le coup, quand ça va pas bien, quand ça fonctionne pas, et on l'a vu pendant la crise des subprimes 2008-2009, alors là, toute l'économie peut subir la crise cardiaque. Donc 4%, à nouveau, c'est un revenu, c'est un flux sur la richesse. Il ne faut pas confondre ça ni avec la richesse du pays. La richesse du pays, c'est peut-être 700% du PIB. Et il ne faut pas confondre ça non plus avec les transactions financières qui sont considérables. Chaque jour, il y a des gens qui s'échangent des titres sur cette richesse dans des flux bien supérieurs à ces 4%. Mais il ne faut pas confondre tout ça. Alors, toutes ces transactions, elles ont leur utilité, mais il est parfois difficile de voir quel est leur rapport avec ce qui compte en économie, c'est-à-dire la production et la répartition de cette production entre les gens, étant souligné que par eux-mêmes, ces secteurs mobilisent assez peu de facteurs de production. À part les salariés de la banque et de l'assurance et les ordinateurs qu'ils utilisent, ça consomme peu de ressources. Alors, pour mieux comprendre le rapport avec l'économie réelle, comme à notre habitude, on va revenir sur l'île de Robinson, où je rappelle qu'on produit et on consomme des fruits, des biens de consommation, aux moyens qui sont cueillis, aux moyens de travail et d'échelle qui sont les biens d'équipement. Alors, la finance va permettre de gérer le temps. S'il n'y avait pas de finance, Robinson ne pourrait à chaque instant pas dépenser plus qu'il ne produit, ni plus ni moins. Et grâce à la finance, il va pouvoir lisser sa consommation à la fois tout au long de l'année, c'est ce qu'on fait, et puis tout au long de sa vie. Alors que les marchés ordinaires, dont on avait parlé à la seconde conférence avec Jean-Luc Gaffard, permettent d'échanger entre Robinson et Esther, par exemple, des pommes et des poires présentes, avec la finance, Robinson va pouvoir échanger avec Esther des pommes de cette année contre des pommes dans un an. Par exemple, à un taux, disons, d'intérêt de 3%. Taux d'intérêt réel de 3%. Pour ce faire, alors il y a deux moyens. Soit Robinson et Esther conviennent par un contrat que Esther prête 100 pommes cette année à Robinson et l'an prochain, il lui rend 103 pommes. Donc ça, 3%, c'est le taux réel. C'est un peu la valeur du temps, le prix de la patience d'Esther. Soit, plus vraisemblablement, ils vont passer par l'intermédiation d'une banque. Robinson va emprunter auprès de la banque, mettons 100 écus. Avec ça, il va acheter des pommes à Esther. Et puis, un an après, eh bien, Esther, si elle a placé cet argent à 3% auprès de la banque, eh bien, elle va avoir 103 écus. Et avec ça, elle va pouvoir acheter 103 pommes à Robinson. Donc, la banque, d'une certaine façon, complète les marchés. Et l'assurance, c'est la même chose. Alors là, on va prendre un autre exemple. Si sur notre île, il y a un risque de sécheresse et que ce risque de sécheresse, il frappe, mettons, 5% des producteurs de pommes, eh bien, à ce moment-là, les producteurs de pommes, mettons qu'avec leur champ, ils peuvent, dans les cas qui vont bien, 95% produire 1000 kilos de pommes, mais dans les cas qui vont mal, c'est la sécheresse, ils en produisent 0, donc dans 5% des cas. C'est pas très sympathique d'être confronté à un tel risque. Et donc, la plupart des gens préféreront avoir 950 kilos de pommes garantis. Donc, pour ça, à nouveau, les agriculteurs, les producteurs de pommes, ils peuvent faire une coopérative dans laquelle chacun cotise pour 5% de sa production.
Et en échange de quoi, il sait que s'il est frappé par la sécheresse, il aura néanmoins une espèce d'indemnité qui correspondra à la production normale, donc à 950 kg par an. Donc ça serait un contrat sympathique d'assurance non intermédiaire. Le fait est que vraisemblablement, et c'est comme ça que ça se passe dans la vraie vie, il va y avoir une compagnie d'assurance qui va prélever des primes d'assurance, il va verser des indemnités d'assurance au cas où ça se passe pas bien. Et donc l'assurance, à nouveau, elle permet de prémunir les gens, donc ça permet de lisser les consommations à la fois dans le temps et puis par rapport aux risques que chacun d'entre nous, dans son activité personnelle ou professionnelle, peut connaître. Merci pour cette professionnage sophistiqué de banque et d'assurance. Et je crois que ça nous conduit sans lien direct à la question sur les taux d'intérêt. Normalement, les taux d'intérêt doivent dire le prix du temps. De quoi dépendent-ils, ces taux d'intérêt? Alors, déjà, en amont de ma réponse, je voudrais distinguer le concept de taux d'intérêt et les modalités de son estimation, de leur estimation. Comme tout le monde le sait, il y a de très nombreux taux d'intérêt, une quasi-infinité, sur déjà deux critères, la maturité et ensuite le crédit de celui qui emprunte. Alors, puisque Bruno parlait il y a un instant du taux d'intérêt réel, je vais juste rappeler que c'est Irving Fisher, l'un des premiers à avoir en fait introduit ce concept en 1830 dans un bouquin qui s'appelait d'ailleurs Théorie de l'intérêt, et il explique très simplement que prêter, c'est repousser dans le futur une consommation présente, donc en fait une satisfaction présente contre une satisfaction future, et que ce qu'il appelle le taux d'intérêt réel, les 103 pommes contre 100 pommes, c'est le rapport des satisfactions. Il y a quelque chose sur lequel je voudrais... Oui, alors pardon, excusez-moi. Et Irving Fisher dit qu'il faut évidemment, dans ce rapport de satisfaction, maintenir la valeur réelle des biens. Et donc, en fait, il ajoute au taux d'intérêt réel l'inflation anticipée pour en fait former le taux d'intérêt nominal. Donc, composé du rapport des satisfactions, plus l'inflation anticipée. Alors, je dis ça parce que souvent dans la presse, le taux d'intérêt réel, il est estimé par la différence entre le taux d'intérêt nominal moins l'inflation de la période. On dit que le taux d'intérêt réel a été négatif, positif. Dans le concept originel de l'intérêt, c'est un taux d'intérêt réel ex ante et non pas ex post, différence entre le taux nominal et l'inflation qui a été observée sur la période. Alors moi, quand j'ai vu la question, je me suis interrogé sur ce qui s'est passé en zone euro, par exemple, entre 2019 et 2022, sur le marché obligataire, où les taux d'intérêt étaient négatifs. Et je me suis dit, mais est-ce que finalement, Robinson ne serait pas prêt à échanger 100 pommes contre 97 et c'est ce qui s'est passé en réalité depuis 2019. Bon, et donc, est-ce qu'il y a eu un changement de loi de la nature? Notre rapport entre le présent et le futur a-t-il changé? Je ne crois pas. Et en réalité, c'est tout simplement parce qu'il y a eu des contraintes institutionnelles qui ont fait que les taux d'intérêt sont devenus négatifs, alors que le taux d'intérêt réel, lui, est par nature positif. Alors, je voudrais dire quelques mots sur les raisons pour lesquelles on a eu ces fameux taux d'intérêt négatifs, c'est-à-dire où des investisseurs ont accepté d'acheter 102 un bien remboursé simplement 100 dans un an. J'échange 100 pommes contre simplement 97. Alors, en réalité, la contrainte institutionnelle, c'est la Banque centrale. Parce qu'il faut savoir que la Banque centrale, elle a ce qu'on appelle des taux d'intérêt directeurs, qu'elle impose aux banques. Il y en a 3. Il y a le taux auquel les banques peuvent se refinancer à la Banque centrale, qu'on appelle le taux de refinancement principal. Il y a, et c'est ça qui est très important, le taux de rémunération des dépôts des banques à la Banque centrale, qu'on appelle le taux de facilité de dépôt. Sachez que les banques, leur banque, ce n'est pas une banque que nous connaissons, c'est la Banque centrale. Donc, toutes les banques ont un compte à la Banque centrale qui est rémunéré au taux qu'on appelle de facilité de dépôt. Et puis, il y a un troisième taux qui est le taux très marginal. Je ne rentre pas dans les détails. Que s'est-il passé? À partir de 2014, et puis principalement 2019, le taux de rémunération des dépôts des banques à la Banque centrale est devenu négatif à moins 0,50%. Donc, en fait, quand vous êtes une banque, soit vous conservez vos avoirs à la Banque centrale et vous avez moins 0,50%, soit vous utilisez ce qu'on appelle la base monétaire, la monnaie détenue par les banques à la Banque centrale, pour acheter des actifs sans risque, bien évidemment, et contre une rémunération supérieure à moins 0,50 tout en étant négatif.
Et c'est la raison unique pour laquelle eh bien, on a échangé 100 pommes contre 97 parce qu'il y avait une banque centrale qui imposait un taux négatif de rémunération des dépôts des banques à la banque centrale. Donc ça, je crois que c'est important pour bien comprendre. De mon point de vue, il n'y a pas eu de changement de loi de la nature. Il y a toujours un taux réel fichorien qui est positif, mais il y a eu des taux de marché qui sont devenus négatifs. Bon, voilà ce que je voulais dire dans une première élément. Merci beaucoup. Alors peut-être juste une réaction sur ce que dit Didier. Évidemment, ce que dit Didier sur l'importance des banques centrales, et j'y souscris totalement. Je voudrais juste envisager un instant que le taux réel, le taux naturel de Fischer, momentanément, il puisse être négatif. Momentanément, d'ailleurs, ça peut durer assez longtemps. Parce que si les gens ont énormément envie d'épargner, notamment parce qu'ils ont peur pour leur vieux jour, et il y a beaucoup de pays qui ont des raisons d'avoir peur pour leur vieux jour, la Chine, l'Allemagne, l'Italie, etc., quand vous regardez les pyramides d'âge, qui n'ont pas la tête de pyramide d'ailleurs. Et si en même temps, l'investissement est déjà largement capacitaire, voire surcapacitaire, eh bien, il est possible qu'effectivement, il ne soit pas totalement irrationnel d'échanger 100 pommes aujourd'hui contre 97 demain. Parce qu'on préférera avoir 97 que 95. C'est vrai. Mais c'est vrai aussi que ces taux négatifs, ils ont été, dans la logique de Surboudi, appliqués à des obligations d'État, c'est-à-dire des titres sans risque, et non pas aucune entreprise privée a émis avec un taux d'intérêt négatif. Alors, je voudrais aussi en profiter, je ne sais pas quel est, mais pour dire une chose, quand on parle d'une obligation d'État à taux d'intérêt négatif, ce n'est pas le coupon qui est négatif. Une obligation, c'est un titre de créance pour celui qui l'achète, il reçoit un coupon, c'est une obligation avec un coupon, et à la fin, il est remboursé. Bien. Jamais une obligation n'a servi un coupon négatif, ce qu'on appelle vulgairement un taux d'intérêt négatif. En revanche, si vous achetez 102, quelque chose qui vous a remboursé 100, évidemment, le taux de rendement est lui-même négatif. Donc, quand on parle de taux négatif, que les choses soient claires, c'est bien le taux d'intérêt au sens de taux de rendement du placement. Et puis, je voudrais dire autre chose, c'est qu'aux États-Unis, jamais les taux d'intérêt n'ont été négatifs, pour la raison que j'évoquais, parce que la Fed n'a jamais mis de taux d'intérêt sur les dépôts des banques à la Fed négatif. Mais je suis aussi assez d'accord avec ce que dit Bruno sur le fait qu'il y a peut-être, avec l'évolution démographique, un changement en tout cas de rapport à satisfaction. Et la pyramide des âges américaine, elle a une forme très différente de la pyramide allemande. Oui, je pense que c'est une bonne idée. C'est donc un choix institutionnel et aussi, quelque part, la réponse à des craintes sur l'avenir. Merci pour ce développement sur les taux d'intérêt négatifs qui a beaucoup intéressé les jeunes et qui est souvent contre-intuitif. Quelque part, il faut reconnaître qu'on est sur une logique pas du tout intuitive. Ça me conduit à vous poser d'autres questions par rapport à la façon dont Robinson voulait se protéger des aléas de sa production. Ma question est pour Didier. Les marchés à terme permettent-ils de s'assurer contre n'importe quel risque? Alors, ils permettent de s'assurer contre de très nombreux risques, et je reviendrai en conclusion sur les risques qui ne sont pas assurables sur les marchés à terme. Donc, un marché à terme, comme ça a été dit, c'est un marché sur lequel sont cotés des prix relatifs à des transactions différées dans le futur. Il y a l'exemple qui a été donné tout à l'heure de l'agriculteur qui veut se protéger contre le risque de baisse des cours et qui vend à terme sa récolte. Je voudrais dire un mot sur la manière dont est établi ce prix à terme. Sur les marchés, il y a la famille des marchés comptants, sur lesquels on achète et on vend un actif avec transfert comptant physique. Et puis, il y a les marchés à terme. Alors, je voudrais dire un mot là-dessus. Lorsque, par exemple, un importateur américain, je donne un exemple. Vous êtes américain, importateur, vous devez payer 100 millions d'euros dans 3 mois. Vous avez un risque de change. Si l'euro monte, vous paierez plus cher, c'est évident. Vous vous adressez, par exemple, à votre banque et vous lui dites, faites-moi un cours à terme, échéance 3 mois par exemple, sur l'euro-dollar. Cotez-moi l'euro-dollar à terme. J'interroge souvent les étudiants en leur disant, vous seriez le trader dans la banque, comment vous répondriez, quel cours vous feriez? Ils me répondent tous, j'utiliserai des modèles, j'utiliserai les anticipations sur l'évolution. Alors je dis très bien, on a un spot aujourd'hui, un cours comptant à 1,07, imaginons. Vous cotez à terme parce que vous pensez que l'euro-dollar va un peu monter, vous cotez un 10, pour prendre un peu de marge, puis point final, et puis 3 mois passent et l'euro-dollar il est à 50. L'importateur sonne chez vous et vous dit livrez-moi l'euro-dollar à 10, et vous l'achetez à 50, vous avez perdu 40 centimes, et comme je le dis souvent, votre job également. Donc en fait, jamais un opérateur de marché, sur un marché à terme, ne va coter en fonction de ses anticipations. Le prix à terme va être déduit de la couverture.
Et si on prend l'exemple que je viens de donner de l'euro-dollar, que va faire en fait le trader dans la banque? Il doit livrer 100 millions d'euros, imaginons, dans 3 mois, il va emprunter des dollars, il va acheter les 100 millions, en fait un peu moins parce qu'il va les placer, en gros il va acheter 100 millions, il va les placer, et donc en fait le prix à terme, le prix de revient, ce sera le cours comptant auquel il va acheter des euros aujourd'hui, plus le taux d'intérêt dollar auquel il va emprunter, moins le taux d'intérêt euro, c'est-à-dire le différentiel des taux d'intérêt. Et un cours à terme ne peut être égal qu'au différentiel des taux d'intérêt. Parce que si par exemple aujourd'hui, comme les taux euros sont légèrement plus bas que les taux dollars, le cours à terme de l'euro-dollar 3 mois est supérieur à son cours comptant, du différentiel des taux. Pas grand-chose, mais un petit peu. Pour caricaturer, on va dire, pour simplifier, l'euro-dollar comptant est à 1,07, le terme est à 1,08, 3 mois, imaginons. Et donc en fait, il cote à terme sur la base de 1,08. Imaginons qu'il cote à terme, que le prix à terme sur le marché soit non pas d'1,08, mais de 1,10. Que feraient les opérateurs? Ce qu'on appelle des arbitragistes, ceux qui réalisent sur les marchés de capitaux des gains sans risque. Ils emprunteraient des dollars, ils achèteraient les euros sur le comptant, ils placeraient les euros et simultanément, ils vendraient à terme à 1,10. Donc, prix de revient de l'achat de leurs euros serait 1,08. Ils ont vendu à terme à 1,10. Tout le monde ferait ça, parce que c'est un gain de 2 centimes sans risque, ça serait un arbitrage. Et bien évidemment, le cours spot de l'euro-dollar monterait, le cours à terme baisserait jusqu'à ce que l'égalité soit rétablie. Donc en fait, le prix à terme sur ce qu'on appelle les marchés complets, ou les marchés sur lesquels vous pouvez dupliquer un prix à terme par un prix comptant et ce qu'on appelle un coût de portage, le prix à terme ne peut être égal qu'à spot plus coût de portage. Alors, puisque vous m'interrogez, est-ce qu'on peut se couvrir de tous les risques? Évidemment, la réponse est non. Parce qu'il y a des marchés sur lesquels le stockage n'est pas possible, sur lesquels, et donc, par définition, on ne peut pas coter à terme, et puisqu'on parle des dérivés climatiques, vous savez qu'on cote des indices climatiques à terme. À Chicago, vous cotez la température à terme, par exemple, sur un certain nombre de villes. Vous cotez, alors ça s'appelle les HDD, les heating degrés, les cooling degrés, on va dire la température. Bien, et imaginons qu'un fabricant de bière soit inquiet sur le fait qu'il fera un peu plus froid peut-être en Europe du Sud l'été prochain. Ils veulent se couvrir en vendant à terme la température. Donc, ils vont à terme la température. Donc, en fait, si la température baisse, ben, il aura gagné la différence qui compensera ça. Évidemment, le trader dans la banque ne peut pas se couvrir en disant vous voulez la température à 25 degrés au mois d'août, je vais emprunter, acheter spot la température, la stocker et vous la livrer. Donc, en fait, typiquement, les dérivés climatiques sont des marchés sur lesquels l'approche par le coût de portage est impossible. Alors, évidemment, spécialiste de l'électricité, je vais à peine évoquer le sujet, bon, avec toute sa modestie, mais je crois savoir que c'est pas trop stockage d'électricité et que c'est exactement la même chose si, en fait, alors que les boîtes ont beaucoup besoin de se couvrir contre le risque d'évasion de l'électricité, je ne sais pas comment on fait EDF pour coter à terme des prix, je ne suis pas sûr qu'il emprunte, qu'il achète, qu'il stocke, en va bon, il a d'autres modèles, et donc je renvoie la balle, peut-être. La balle est à mon voisin gauche. En effet, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent s'acheter et se vendre à terme. On a parlé des produits agricoles, on a également les devises, on a beaucoup de commodités comme le pétrole, le charbon, l'acier, et tout ça, ça stocke. Donc quand ça stocke, on voit comment on peut trouver via le stockage des arbitrages. Donc là, c'est assez facile de coter. Quand il n'y a pas l'équivalent, il faut se dire, tiens, effectivement, faire des anticipations. Et d'ailleurs, beaucoup, par exemple, une action à terme, la valeur, ça dépend aussi des anticipations qu'on a sur l'évolution de l'entreprise. Bon, il y a effectivement des marchés incomplets. Et c'est pour ça que la finance et l'assurance ont aussi leur utilité, c'est de compléter ces incomplétudes. J'ai une petite question parce que vous évoquez à l'instant les actions. Mais au fond, si vous me demandiez le prix à terme d'une action, Société Générale, donc pas moi, j'emprunte, j'achète spot, et je la conserve, soit je la prête, soit je la conserve. Et donc, en fait, peu importe l'évolution du cours de l'action Société Générale, pour moi, l'action, c'est pareil que la matière première que vous évoquiez, ou pareil qu'une devise. Ça ne dépend pas de l'évolution du cours de l'action, précisément. En revanche, sur les autres sujets que vous évoquez, oui, l'électricité, je ne sais pas comment on fait. On anticipe, effectivement, oui, on anticipe, et comme il faut anticiper la demande, il faut anticiper les coûts vont dépendre du pétrole, du gaz, du charbon, et donc c'est comme ça que les gens peuvent se représenter ce qui sera un bon prix de l'électricité l'an prochain, ou dans 2 ans, ou dans 3 ans. Mais au-delà de 3 ans, il n'y a plus de liquidité, il n'y a plus d'opérateurs, parce que
c'est trop difficile d'anticiper les prix des commodités et surtout l'équilibre entre l'offre et la demande. Parce que la demande, oui, bien sûr, mais avec la modestie et la prudence qu'on doit avoir avec des modèles. Les modèles, par exemple, sur la demande, ils vont être fonction d'énormément d'aléas économiques, politiques, géopolitiques, climatiques. Et donc, voilà, les modèles, ça fonctionne bien dans un horizon de temps assez court, quand il n'y a pas trop d'incertitudes, mais avec le temps qui passe, le cône d'incertitude s'élargit et ça devient de plus en plus difficile d'anticiper. Merci pour vos contributions. Par rapport à ce premier thème, avons-nous des questions de la salle, des questions du chat? Pas pour le moment. Voilà, vous n'êtes pas frustrés, vous avez tout ce que vous voulez dire sur ce sujet. Donc, je vous propose qu'on passe au deuxième thème, sur l'épargne et l'investissement, avec cette revue de sagesse, la patience paye. Je vais poser la première question à Robinson Crusoe à côté de moi. Quel est le rapport entre l'épargne et l'investissement? Alors, d'abord quelques définitions. On avait déjà défini l'investissement dès la première conférence avec Cédric Villani, et je rappelle que l'investissement, c'est la production dans des biens qu'on qualifie de durables, c'est-à-dire qui durent longtemps, typiquement les échelles qui vont permettre de produire des fruits dans la durée. Toujours sur l'île de Robinson, la maison qui va permettre de produire un service de logement dans la durée. Et effectivement, une maison, ça produit un service de logement, comme une école, ça permet également de produire un service d'occupation. Et ou la route, pour citer un bien public qui offre une facilité de transport dans la durée. Alors ça, c'est pour l'investissement. L'épargne, qu'est-ce que c'est? Alors comment est-ce qu'on définit l'épargne? L'épargne collective, c'est d'abord la somme des épargnes individuelles. Et l'épargne individuelle, c'est la part, c'est un peu ce que nous-mêmes on vit, c'est la part des revenus qu'on a, qu'on ne dépense pas dans des biens de consommation. Alors, pour simplifier, on va considérer dans un premier temps, et puis on reviendra un petit peu plus tard sur le sujet, qu'il n'y a pour le moment sur l'île ni service public, ni bien public, ni impôt. Et on va supposer aussi qu'il n'y a pas d'échange avec l'étranger, donc ni importation, ni exportation. Et dans ces conditions, rappelons que le revenu, on l'avait vu au début, c'est la somme d'une part de la production de biens de consommation et de la production de biens d'équipement. Et à ce moment-là, quand vous voyez ça, mécaniquement, on trouve que l'épargne égale, donc les revenus non consommés, égale strictement l'investissement, la production de biens d'équipement. Alors, ce n'est pas toujours évident au niveau individuel, parce que quand on accumule éventuellement un peu d'argent sur son compte vie, ou quand on souscrit une assurance vie, ou quand on rembourse un prêt immobilier qu'on a fait, on n'a pas toujours l'impression d'investir dans des biens d'équipement nouveaux. Et pourtant, au niveau global, quand on fait la somme de ce que des épargnants épargnent et qu'on retranche que d'autres personnes désépargnent, il faut bien que ce soit égal à l'investissement, parce que si une part de la production n'est pas consommée, eh bien, au niveau global, c'est qu'elle a été utilisée pour produire des biens d'équipement. Et si je reprends l'exemple de Robinson et d'Esther, et s'ils veulent tous les deux consommer moins aujourd'hui pour consommer plus demain, alors là, il ne va pas falloir qu'ils s'échangent l'un l'autre des pommes présentes contre des pommes futures, il va falloir qu'ils fassent autre chose. Il va falloir que l'un et l'autre prêtent à une entreprise de production de pommes. Avec ça, cette entreprise, elle va pouvoir faire fabriquer et acheter des échelles. Et donc, avec ces échelles, l'entreprise va pouvoir produire des pommes futures. Donc, si par exemple, une échelle vaut 1000 kilos de pommes et permet de dégager, après paiement des salaires, un bénéfice de 30 kilos, donc vous avez 30 kilos pour 1000 kilos, ça fait 3%. On retrouve notre 3% de taux réel. Eh bien, à ce moment-là,
l'entreprise va pouvoir produire plus de pommes futures et avec le revenu que Robinson et Esther vont tirer du prêt qu'ils ont fait à l'entreprise et les intérêts de ce revenu, je rappelle c'est 3%, ils vont pouvoir acheter les pommes futures. Et donc, tout se passe comme si la hausse de l'épargne aura déplacé des facteurs, c'est ça, et là la finance joue vraiment sur le réel, la hausse de l'épargne aura déplacé des facteurs depuis le secteur de la production de pommes, donc de biens de consommation, vers le secteur des biens d'équipement, en l'occurrence la production d'échelle. Et donc, en cela, la finance aura non seulement permis aux individus de lisser leur consommation dans le temps, mais elle aura aussi permis à la société tout entière d'investir dans des biens d'équipement qui sont nécessaires. Et la richesse industrielle sur l'île de Robinson va ainsi croître avec la fabrication de nouvelles échelles. Et pour être tout à fait complet, pour regarder l'ensemble des sujets, il faut intégrer l'amortissement, l'usure, parce qu'on l'avait dit, les échelles, ça s'use, c'est ce qu'on appelle l'amortissement. Il y a un amortissement comptable, mais il y a aussi un amortissement économique. Les échelles s'usent. Et donc, la richesse, elle va croître avec l'investissement. Ça, c'est un acte volontaire. Et puis, elle va décroître avec l'amortissement qui peut être plus rapide. Il y a des choses qui s'amortissent très vite, comme un ordinateur. Il y a des choses qui s'amortissent un peu plus lentement, comme un camion. Et puis enfin, il y a des choses qui s'amortissent sur 30 ans, sur 100 ans, comme une route ou un immeuble. Et donc, c'est comme ça que le stock d'échelles qu'on avait supposé jusqu'à présent donné, figé, il va pouvoir varier avec l'investissement et l'amortissement, mais l'investissement, il part de l'épargne. D'accord. Je crois que c'est assez clair. Vous voulez dire quelque chose? Non, pas du tout. Alors, la question qui s'adresse à vous maintenant est une question assez fondamentale qu'on retrouve souvent d'ailleurs. L'épargne finance-t-elle toujours l'économie réelle? Et sinon, que finance-t-elle? Alors ça, je crois que c'est pour vous, Oui, c'est pour moi. oui, je crois. Oui. Je veux pas. Je vous avez droit à une deuxième question. C'est Vous êtes gentil, très gâté. C'est gentil. Est-ce qu'elle finance toujours cette économie réelle? C'est d'après. Absolument. Alors, c'est un peu préparé quand même, même si ça reste très spontané. Alors, il existe des produits, c'est vrai, financiers si complexes et sophistiqués que on a des raisons de douter. Est-ce que tout ça est vraiment utile à l'économie réelle? Et pourtant, je dirais que oui, la réponse est positive. L'épargne finance toujours l'économie réelle, l'investissement dans des biens d'équipement, ou presque toujours, pour être plus précis, et donc je vais apporter une nuance. Car si maintenant je réintroduis la production de biens publics et la fiscalité, que j'avais ignoré jusqu'à présent, alors les choses changent un peu. D'abord parce que les revenus totaux, maintenant, c'est la somme de la production des biens de consommation, des biens d'équipement, mais aussi des services publics. Par exemple, l'éducation, qui est un service public bien réel. Et d'un autre côté, les revenus privés, maintenant, c'est les revenus totaux auxquels il faut retrancher les impôts, la fiscalité. Et donc, à ce moment-là, quand on fait une petite arithmétique, c'est des additions, des soustractions, donc c'est à la portée de beaucoup de monde, on s'aperçoit que l'épargne, elle va financer deux choses. L'investissement, comme avant, mais aussi, s'il y en a un, le déficit public. Alors, est-ce que le déficit public, c'est l'économie réelle ou pas? Je serais tenté, c'est un peu comme le sexe des gens, mais moi je dirais que oui, parce qu'à la fois les impôts, c'est un truc dont tout le monde admettra que c'est bien réel, et puis les services publics, c'est quand même vachement utile, et donc ça aussi, c'est très réel. Et pour être tout à fait complet, j'ajoute maintenant les échanges avec l'étranger, le commerce international, dont on a parlé à la 4e conférence avec Edmund Mood. Alors, quand on introduit les exportations et les importations, là, à nouveau, nos petites équations changent et on trouve, par la même genre d'arithmétique, que l'épargne, elle va financer l'investissement, l'éventuel déficit public, ce qu'on prête à l'État, et puis aussi
l'éventuel excédent de la balance commerciale. Parce que, en effet, quand on exporte plus qu'on importe, ce qui arrive par exemple à la Chine, eh bien alors le pays qui est exportateur, il prête à ses partenaires commerciaux. D'ailleurs, en échange de cela, il acquiert des devises ou des bons du trésor ou il investit, c'est ce qu'on appelle les investissements directs étrangers. Tout ça, c'est des choses bien réelles, les importations, les exportations, les droits, les titres qu'on a sur l'étranger. Je dirais que c'est quelque chose de bien réel. Et donc, en conclusion, oui, l'épargne finance soit l'investissement et le déficit public et l'excédent de la balance commerciale. Et de cette égalité comptable, qui est assez têtue, il ressort que si vous êtes en déficit commercial, c'est soit que votre épargne ne suffit pas à couvrir votre investissement, soit que vous êtes en déficit public, ce qui est plutôt le cas de notre pays, la France. Alors pourquoi est-ce qu'on garde d'après tout le sentiment que parfois il y aurait des choses qui sont pas réelles? Et est-ce que c'est qu'une impression? Je vais prendre l'exemple du secteur immobilier. On dit souvent, tiens, l'immobilier c'est spéculatif. Bon, on peut se poser la question, parce que se loger, c'est quand même un truc réel bien important. Et donc, soit l'épargne va financer un investissement dans de l'immobilier neuf, et à ce moment-là, ça va permettre à des gens de se loger. C'est plutôt réel. Soit l'épargne va financer l'investissement dans de l'immobilier ancien, à ce moment-là, c'est un échange. Et cet échange, c'est juste un échange de titres, un crédit contre une maison, par exemple, entre des agents qui ne changent à peu près rien, ni aux facteurs de production, ni à leur répartition. Donc, ça n'a pas d'effet ni positif ni négatif sur l'économie réelle. Et si je vais un cran plus loin pour évoquer les marchés financiers les plus sophistiqués, que Didier connaît mieux que moi, je crois que les gens s'y échangent là aussi des titres sur la richesse, par exemple une usine contre un immeuble ou une créance, sans que cela ne change rien à la richesse effective. Et si un matin, à l'ouverture de la bourse, on s'aperçoit que, on nous dit parfois des milliers de dollars ont été créés ou détruits, c'est pas que des milliards d'échelles ont été détruits ou créés dans l'année. C'est que les anticipations qu'on a sur la valeur de ces échelles, le prix des échelles, c'est l'anticipation qu'on a de leur valeur, des fruits qu'elles vont produire, et elles ont changé dans la nuit en raison des circonstances, sans qu'on ait à nouveau détruit quelque chose dans l'économie réelle. C'est juste que les anticipations sur le futur ont changé. Et si en ce moment, par exemple, la valeur de l'immobilier chinois chute ou s'effondre, c'est pas qu'on détruit des immeubles, c'est qu'on s'aperçoit progressivement que ces immeubles sont un peu vides et donc on a fait des mauvais investissements, mais bien réels. Et enfin, pour conclure sur ce sujet, pour un exemple assez parlant, quand un réseau social est vendu pour des dizaines de milliards de dollars ou acheté, aucun facteur productif n'est mobilisé. Ce sont juste des titres qui ont été échangés entre des personnes, des grands milliardaires et beaucoup de petits actionnaires, et sans que ça change rien en fait, ni positif ni négatif. On peut dire que c'est réel ou irréel. Surtout, ça ne change pas grand-chose à l'économie réelle en l'occurrence. Merci. Vous avez évoqué donc l'État et sa dette, et ça rejoint une question que je vais vous poser maintenant. C'est la manière dont l'État couvre son besoin de financement. Comment est-ce qu'il fait? Très bien. Alors, avant de voir comment il couvre son besoin de financement, je voudrais définir déjà le besoin de financement de l'État. Le besoin de financement de l'État, il est composé principalement de deux éléments. Bruno en parlait, le déficit budgétaire, qui est voté dans le cadre de la loi de finances chaque fin d'année, et puis l'amortissement de la dette existante, il ne faut pas oublier. Et j'invite ceux qui nous écoutent à lire, il y a des éléments très intéressants, la loi de finances du 27 décembre de mémoire 2023, donc qui vient d'être votée, et il y a un très joli tableau qui s'appelle « Besoins de financement et ressources de financement de l'État » que j'ai regardé ce matin. Et donc, en fait, dans le besoin de financement de l'État pour 2024, il y a à peu près 300 milliards à couvrir.
150 milliards à peu près de déficit budgétaire et 150 milliards d'amortissement de la dette. Alors, l'occasion de rappeler que la dette de la France, ou du Trésor, c'est à peu près 2400 milliards. Donc, sur ces 2400 milliards, il y aura à peu près 150 qui arrivera à maturité et qu'il faudra donc rembourser. Donc, ça, c'est l'amortissement de la dette. Et puis, je ne sais plus ce que... Bon, oui, pardon. Et donc, ça, c'est le besoin de financement, l'amortissement de la dette, et puis le déficit qui est de 150 milliards. Donc, comment est-ce que l'État couvre son besoin de financement? Je voudrais être un tout petit peu pratique. Vous avez à financer, vous êtes l'État, le Trésor, l'agence France Trésor, vous avez à financer 300 milliards. Eh bien, vous avez nommé ce qu'on appelle des spécialistes en valeur du Trésor, qui en fait sont des opérateurs de marché qui opèrent dans l'ensemble des banques de la zone euro principalement. Et donc, vous allez leur dire, bon, voilà, chaque semaine, vous allez intervenir par adjudication, c'est-à-dire par un mécanisme d'enchère, en disant, vous avez 300 milliards à financer, vous intervenez toutes les semaines, ça fait à peu près 6-7 milliards, j'interviens et donc je cherche 6 ou 7 milliards. Le spécialiste en valeur du Trésor, qui est quelqu'un qui a fait une école qui ressemble à celle-là, il va contacter des investisseurs, des entreprises, il va leur dire, est-ce que vous ne voulez pas acheter de la dette émise par le Trésor français, c'est en euros, l'euro va monter, c'est excellent, etc. Bon. Et donc, il va trouver les 6 ou 7 milliards. Alors, comment ça se passe de manière très concrète? Ça se passe que le Trésor français indique la dette qu'il veut émettre, c'est-à-dire le coupon et la maturité. Il dit, par exemple, lors de la dernière adjudication le 1er février dernier, je vais émettre de la dette de coupon 3,5%, ce qui est bien supérieur au taux d'intérêt actuel à 10 ans, puisque voilà, donc la dette à 10 ans, 3,5%. Les investisseurs ont acheté cette dette, donc il y a eu un mécanisme d'enchère, à un prix bien supérieur à 100, donc ils l'ont acheté 107 ou 108 de mémoire, ce qui fait que quand vous achetez 107, 108 pour être remboursé simplement 100 à la fin avec un coupon de 3,5, vous avez un taux d'intérêt qu'on appelle effectif qui est inférieur et qui aujourd'hui à 10 ans est à 2,80. Donc aujourd'hui, le Trésor français s'endette sur les marchés financiers, la semaine dernière, à 2,80%. C'est aussi l'occasion de dire que c'est un peu au-dessus de l'Allemagne, qui elle s'endette à 2,20%. La différence composant ce qu'on appelle, dans le jargon professionnel, le spread de crédit ou la prime de risque de crédit. Voilà, donc en fait, voilà comment ça se passe. Et une fois que la dette a été émise sur le marché primaire, et bien évidemment, elle est négociée sur le marché secondaire et à un prix qui bouge chaque seconde et qui fait que le taux d'intérêt bouge aussi. Alors, je vais aussi dire un mot là-dessus, parce qu'on dit souvent, la mécanique, c'est les obligations sont cotées en prix et non pas en taux d'intérêt. Vous avez une obligation, par exemple, de 10 ans qui vous rapporte un coupon annuel, si vous la gardez jusqu'à la fin, de 3,5%. Si vous l'achetez 107, donc on va calculer le taux de rendement qui correspond à un achat de 107. S'il y a une grosse demande et que le prix passe à 110, on va recalculer le taux d'intérêt, qui est évidemment inférieur. Si vous l'achetez à 110, vous aurez un taux de rendement inférieur. Et donc, en fait, c'est bien, on cote en prix les obligations et le taux de rendement de l'obligation est ensuite déduit par la mécanique. Le prix est égal à la somme actualisée des flux. Voilà. Donc, je voulais dire sur le besoin de financement, l'amortissement de la dette. Si je voulais dire quelque chose, juste, je termine. La dette, parce qu'on confond souvent, la dette de l'État, c'est 2400 milliards, ce qu'on appelle la dette publique, qui sert à calculer des ratios dette publique sur PIB, c'est à peu près 3100 milliards. Parce qu'il faut rajouter la sécurité sociale et les collectivités locales. Voilà, donc la dette de la France, c'est 2400. On reviendra sur les questions de grands équilibres un petit peu plus tard. On évoquera dans la 7e conférence avec Agnès Benassi-Kéré des politiques budgétaires notamment et monétaires, et on verra des choses sur ce sujet. On reviendra aussi sur la richesse. Je veux à cet égard signaler qu'il y a une différence entre la dette de l'État au sens large, mettons 100-120% du PIB, et puis la dette du pays. Parce que le pays ne se réduit pas à l'État, et en fait une bonne partie de la dette de l'État est détenue par des agents du pays. Et donc, sans négliger, minimiser les sujets, je signale que ce qu'on appelle la position extérieure nette, c'est-à-dire ce qu'on a sur l'État moins ce qu'on a sur l'étranger moins ce que l'étranger a sur nous. On en reparlera à la 8e conférence, à la 9e conférence sur les grands équilibres, et notamment les balances extérieures. Et ben ça, c'est 30% du PIB. Ça a d'ailleurs beaucoup monté du PIB annuel. Ça a beaucoup monté ces dernières années, c'était à 15% peut-être en 2016. Mais à chaque fois que vous accumulez des déficits commerciaux, bah, vous augmentez, on en a parlé à un instant, cette dette que vous devez à l'étranger. Elle est à 30% du PIB. La richesse, si on regarde juste le matériel, c'est plutôt
7 fois le PIB, 700% du PIB. Ça, c'est sans compter la richesse humaine et le capital humain, le capital social, le capital naturel, qui sont quand même l'essentiel de la richesse. On y reviendra encore. Bruno fait très bien son teasing pour les Un prochaines, petit peu, pour les un petit prochaines peu, je sais, conférences. je sais. Où Agnès Bénézé-Guéret, qui est sous-gouverneur de la Banque de France, viendra nous traiter ces questions. Moi, j'avais une question Et ancien élève de complémentaire. l'école. C'est vrai. C'est- Vous faites très bien la promotion de votre émission. Agnès. Et d'Agnès aussi. Et donc, je voulais vous poser une question quand même. La notation on nous pose souvent la question des notes par rapport aux dettes souveraines. Quel est l'impact réel de ces notations des agences? Sur les marchés, honnêtement, Fitch a dégradé la note de la France il y a quelques semaines. Il ne s'est rien passé du tout sur les marchés financiers. Mais bon, voilà. Donc, ça relativise quand même l'impact des. Enfin, c'est une réponse empirique que je vous donne, Oui. mais en tout cas, sur les marchés, on ne prête pas une grande attention à ces notations. Alors, nous sommes donc à la fin de ce deuxième thème sur la patience paye. Est-ce que nous avons des questions de la salle ou des questions de personnes en ligne? Alors, elles sont bienvenues. Alors, on a une question qui est la suivante. Dans quelle mesure la remontée des taux d'intérêt menace-t-elle le financement de la transition écologique? Alors, Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'accord. Il y en a une qui est adressée à Didier Marteau. c'est très bien, chacun. Est-ce que la finance est toujours source de croissance économique? Vous pouvez répondre aussi, vous. Oui, peut-être. Allez, je vais prendre la première parce que Voilà. la transition écologique, je le sens. Puisque, effectivement, Ah oui, quand j'écris pas des bouquins comme de la d'économie, je situation. rappelle que je dirige l'activité renouvelable d'EDF, donc très investi dans la transition énergétique écologique. Alors, la remontée des taux nominaux d'abord, et peut-être des taux réels, elle complique l'investissement, ça c'est sûr. Quand les taux sont plus hauts, ça complique l'investissement. Je dirais même que c'est fait pour, puisque le but de ces politiques monétaires que je vais qualifier de restrictives, qui est de contrôler l'inflation, on en reparlera avec Agnès Bénézé-Guéret, comme elle est la Banque de France, elle pourra bien nous expliquer. Bah oui, c'est de freiner l'inflation, et pour freiner l'inflation, on freine l'activité, et pour freiner l'activité, on commence par freiner l'investissement. Alors, d'ailleurs, le premier secteur, celui qui est le secteur de plus longue durée, dans lequel les taux jouent le plus, bah on le connaît, on en entend parler beaucoup, c'est l'immobilier. C'est fait pour, c'est un peu malheureux si on n'a pas trouvé d'autres moyens de freiner l'inflation que de provoquer comme ça un choc sur l'activité. Mais oui, c'est fait pour freiner l'investissement. Et donc, il y a un risque, effectivement, si on néglige le temps long, et pour finir, on l'a dit, le taux d'intérêt, c'est la valeur qu'on attache au futur. Bah, plus il est haut, plus ça veut dire qu'on est impatient, qu'on s'intéresse moins au futur, donc ça peut freiner. Ceci dit, je veux rassurer nos auditeurs, il y a d'autres moyens que le taux d'intérêt pour jouer sur l'investissement. Dans la transition écologique, il y a beaucoup d'abord de normes, et puis il y a des subventions, et puis il y a des taxes. Il y a le fameux, on pourrait développer, on en parlera lors de notre 8e conférence sur les externalités avec Benoît Quéré, je continue la publicité, les marchés du carbone. Eh bien, quand vous faites un petit calcul, vous apercevez qu'il y a une espèce d'équivalence, par exemple, si vous prenez une éolienne, entre 500 points de base, donc 5% de taux d'intérêt, c'est beaucoup sur les marchés, et 50 € la tonne de CO2. La tonne de CO2, en ce moment, elle est plutôt à 60-70. Donc, l'investissement, oui, il est globalement freiné par la hausse des taux, c'est même le but. J'espère que ça ne durera pas indéfiniment. Mais il y a d'autres moyens pour soutenir la transition écologique, l'investissement de tous, les gestes individuels, je vous y engage, mais plus collectivement, on a besoin d'une action publique. Et cette action publique, elle peut prendre, on y reviendra avec les externalités, la forme de normes, de taxes, de subventions, de marché de quotas. Et le marché du CO2 est un puissant levier pour accélérer la transition écologique. Il faut juste faire attention, très attention à tous les enjeux de redistribution, parce que c'est un effort, il faut qu'il soit équitable. Et donc, il faut faire attention aux agents qui seront le plus affectés par ces sujets. C'est à cette condition que cette transition peut être acceptable et acceptée. C'est la question d'écologie punitive.
Il y a une deuxième question qui vous est... Alors, c'était pour Didier. Est-ce que, mais je peux en prendre un bout, est-ce que la finance Oui. soutient toujours la croissance? Je la prends? Oui. D'accord, je la prends aussi. Alors, je dirais que c'est ce qu'on a évoqué précédemment. L'économie, elle, cherche à satisfaire les besoins des gens en dépit de la rareté des choses, à la fois des ressources naturelles et du travail. Et donc, si se mettent en place sur des marchés complets, des échanges, par exemple, entre l'investissement et l'épargne, ce qu'on a dit avec Esther, pour lisser ses consommations, pour pouvoir investir dans des biens d'équipement, j'aurais tendance, oui, à dire que la finance, l'épargne servent l'économie réelle et qu'en cela, elles servent aux gens. Alors, est-ce que ça se traduit toujours par la croissance? Rendez-vous à la prochaine conférence, la 6e sur la croissance, les chocs d'offres, les chocs de demande. Ce qui sert d'abord la croissance, on le verra, les facteurs moteurs de la croissance, c'est le progrès des connaissances, le progrès des technologies. C'est aussi donc le progrès des technologies et des connaissances. Ça dépend un peu de la finance parce qu'il faut investir par exemple dans la recherche et le développement. Ça dépend beaucoup pour les connaissances de l'éducation et donc de l'enseignement. Et puis il y a la démographie. La démographie, c'est la natalité, ce n'est pas vraiment une affaire de finance, je ne vous fais pas de dessin. Et puis enfin, il y a le capital. Le capital, les machines, les échelles sur l'île de Robinson. Oui, ça aussi, ça accompagne la croissance, quelle que soit la forme de capital, pourvu que ce soit des investissements pertinents. Et on vient de le dire, si on veut plus d'échelles, il va falloir de l'épargne. Et l'épargne, elle est favorisée par la finance. Donc, je dirais que oui, le secteur de la banque et de l'assurance, en dehors, je dirais, des banqueroutes, en dehors des éventuels abus concurrentiels, en dehors des éventuels abus de naïveté, comme le reste des secteurs productifs, ça a de la valeur ajoutée au plan comptable dans le PIB, mais l'expression valeur ajoutée, elle dit aussi que ces secteurs apportent de la valeur à la société et ils en sont rétribués. On a dit 4% du PIB. Ça, c'est la valeur qui leur revient. Mais on a bien vu pendant la crise économique de la crise financière de 2008-2009 que quand les marchés financiers coincent, il y a tout qui coince. Didier, vous voulez compléter un petit peu? Enfin, c'est pas complété, hein, non, c'est juste un autre angle d'attaque. On attend souvent, pour relancer la croissance, que la Banque centrale baisse ses taux d'intérêt. On entend ça tous les jours. Je crois qu'il ne faut pas se tromper. Quand on parle de taux d'intérêt de la Banque centrale, elle contrôle, je l'ai dit tout à l'heure, 3 taux directeurs qui sont des taux d'intérêt à très court terme. Et en fait, je ne connais aucune entreprise qui emprunte au taux à une semaine à la Banque centrale. Et en réalité, ce qui est le plus important pour moi dans les décisions de la Banque centrale européenne, c'est en fait la gestion de son stock de dette. Je voudrais rappeler que dans le cadre du quantitative easing, des politiques monétaires dites accommodantes, la Banque centrale européenne détient aujourd'hui à peu près 30% de la dette des États de la zone euro. J'ai bien dit 30%, entre 25 et 30%. Et donc, vous comprenez bien que jusqu'à présent, eh bien, quand une partie de son stock de dette chaque année arrivait à échéance, elle réinvestissait le montant. C'est-à-dire qu'elle conservait son stock de dette. Elle a décidé, Christine Lagarde a annoncé, il y a déjà quelques mois, qu'il ne réinvestirait plus la dette qui arrive à échéance dans le cadre du plan qu'on appelle Asset Purchase Programme, son plan principal. Et donc, vous aurez en fait là, par exemple, l'année prochaine, il y a à peu près 300 milliards qui arrivent à échéance dans le stock de la Banque centrale européenne. Eh bien, ces 300 milliards ne seront pas réinvestis. Donc, il va falloir que les États de la zone euro trouvent auprès de créanciers privés le montant que la Banque centrale n'aura plus racheté. Et donc, ça me paraît extrêmement important parce que là, nous sommes dans le niveau des taux d'intérêt long terme et pas du tout à une semaine de la banque à la Banque centrale. Et c'est pour moi là que se déterminent les vrais taux d'intérêt. Et je serai une entreprise privée, je regarderai plutôt cet équilibre entre le besoin de financement des États qui ne va faire qu'augmenter et puis les ressources avec la Banque centrale qui ne va plus réinvestir. Et moi, je ne suis pas très, très optimiste
parce que ça va créer un effet ciseau, augmentation des besoins de financement des États. Il y a un dérapage qu'on voit déjà des déficits budgétaires. Il y a la Banque centrale qui se retire en ne réinvestissant plus. Je ne vois pas comment mécaniquement nous n'aurions pas une nouvelle tension sur les taux d'intérêt long terme, même si tout le monde attend que la Banque centrale baisse ses taux, qui ne sont que des taux à 24 heures ou à une semaine. Et pourquoi Christine Lagarde prend-elle cette décision? De ne pas Oui. réinvestir, C'est pour lutter contre le quoi qu'il en coûte. peut-être. Il faut l'inviter, en fait. Mais d'accord. Ouais, Non, non, bien sûr. non, c'est- Ouais, bien sûr. Non, ce que je veux dire en complément de l'idée, c'est qu'une entreprise, d'ailleurs publique ou privée, dans tous les cas, on va à bien investir, elle va regarder effectivement d'abord ses débouchés, est-ce qu'il y a de la demande, et c'est là que je reviens sur les anticipations. Bien investir, c'est sentir où il y aura la demande, dans quel domaine, et c'est ça qui détermine, je le disais tout à l'heure, la valeur qu'on anticipe sur les marchés. C'est aussi ça qui fait qu'on décide d'investir ou pas. Donc, si la demande est soutenue, il va falloir investir parce que vous n'avez pas envie d'avoir des tensions sur le marché. Ça voudrait dire des prix élevés. Donc, ça rappelle l'investissement. Et puis, on tient compte aussi, oui, des taux d'intérêt longs. Mais ce qui s'est passé ces dernières années, depuis 2 ou 23, quand vous suivez ça, Didier, de façon bien plus précise que moi, c'est que les taux longs aussi ont monté. Alors les taux réels, peut-être pas, mais les taux longs, ils étaient peut-être à 0, 0,5%, 1,5%, peut-être maintenant ils sont vers 4, 5, ça dépend. Aux États-Unis, ils sont encore au-dessus. Donc ça joue effectivement parce que vous allez regarder si votre investissement, compte tenu de ce que pour finir, pas seulement les marchés, mais la société donne comme valeur au temps, votre investissement, c'est un bon investissement ou pas, et ça revient à peu près à la question de Robinson et Esther traitant à cette entreprise qui fabrique des échelles. Alors, effectivement, on le verra, les effets sont indirects, mais malheureusement, ils sont assez efficaces. Demandez au secteur immobilier, les taux montent, les gens achètent moins, construisent moins, et l'activité baisse. C'est d'ailleurs le but. Je peux espérer qu'on pourrait trouver des moyens plus raisonnables d'éviter l'inflation monétaire, mais pour le moment, c'est comme ça que ça fonctionne. Je dis inflation monétaire parce que il y a deux phénomènes assez différents qu'on peut connaître. Il y a l'inflation monétaire qui est très liée à la politique monétaire, et puis il y a ce que j'avais appelé, commencé à appeler la modification des termes de l'échange, quand ce sont les prix relatifs qui changent. L'inflation monétaire, c'est quand tout monte, ou les prix, les salaires de tout. Les termes de l'échange qui bougent, et notamment quand le prix du gaz, le prix de ce que vous importez augmente relativement au prix de ce que vous produisez ou exportez, bah, c'est une forme d'appauvrissement qui induit une inflation et qui, elle, est bien réelle. Donc, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, imprimer des papiers, c'est pas ça qui va changer, je dirais, l'économie réelle et les éléments de production ou de consommation. Quand vos termes de l'échange se dégradent, c'est ce qu'on avait évoqué avec Helmut Mood la fois passée, c'est pas bon pour votre économie. Si je peux me permettre juste, parce que j'entends qu'il y a deux formes d'inflation. Moi, j'ai aussi deux formes d'inflation différentes. Il y a l'inflation, la hausse du prix des biens de consommation, mais il y a aussi l'inflation par la hausse du prix des actifs financiers. Et je pense que ce qu'on a connu avec la baisse des taux et les bulles liées aux politiques monétaires accommodantes ont contribué à faire monter le prix des actifs financiers, le prix de l'immobilier, et ça, c'est de l'inflation qui n'est certes pas dans les indicateurs traditionnels. Je crois qu'il faut bien distinguer l'inflation des prix de biens de consommation et l'inflation du prix des actifs financiers et d'immobilier qui malheureusement n'est pas intégré dans l'indicateur habituel d'inflation. Je crois que c'est un vrai sujet. Merci. On y reviendra dans la suite parce qu'on va parler des titres, de la monnaie et des sous-titres. Alors, une remarque sociologique, juste pour vous dire à quel point inflation générale, c'est un peu différent de l'inflation des biens importés, c'est encore différent de l'inflation des seuls prix et pas des salaires. En général, l'inflation des prix, des biens de consommation, on ne prend pas ça pour une bonne nouvelle. Je crois qu'il n'y a personne dans la salle qui dit chouette, l'inflation est partie. Alors que l'inflation des prix en bourse, les gens ils sont contents. Quand la bourse monte, on se dit ah chouette, la bourse a monté.
Alors, je vous invite à vous demander pourquoi l'inflation des actions, c'est chouette, et l'inflation des biens de consommation, ça l'est pas. Et l'immobilier. Voilà, et l'immobilier, alors il y a ceux qui en ont et ceux qui n'en ont pas. Évidemment, ils ont des points de vue différents sur la chose. On va y revenir tout de suite, mais à nouveau, les actions, et Didier s'y connaît mieux que moi, reflètent la valeur des entreprises, et la valeur des entreprises, c'est leur revenu futur. Simplement, dans ce revenu futur, qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on gagne dans 10, 20, 30 ans? Eh bien, on l'actualise, on lui affecte une espèce de valeur du temps. Et plus les taux d'intérêt sont élevés, moins on attache d'importance au futur. Et en sens inverse, quand les taux sont bas, voire quand les taux sont négatifs, à ce moment-là, ça fait monter la valeur des échelles. Alors, est-ce que les échelles valent vraiment plus? Parce que elles produiront la même chose, elles produiront la même quantité de fruits. Mais optiquement, et on peut discuter de savoir si c'est qu'un sujet d'optique, leur prix rapporté au prix de la pomme va augmenter. Elles produiront les mêmes quantités de pommes, hein. Mais rapporté au prix de la pomme, tout à l'heure j'ai dit qu'une échelle valait, je crois, 10 kilos de pommes, c'est tout à fait exemplatique, eh bien, elle produit toujours la même chose, mais tout d'un coup elle vaut plus parce que les taux ont baissé. Et c'est quand même beaucoup ça qui s'est passé pendant, je dirais, la période de taux très bas, avec des valeurs d'actifs qui montent. Et plus l'actif est long, c'est pour ça que l'immobilier, qui est quelque chose qui dure 30 ans, 100 ans, il est plus volatile. Plus l'actif est long, plus ces effets de quelle est la valeur qu'on accorde au futur jouent. Et cette valeur, à nouveau, hein, c'est pas juste de la finance, c'est ce que nous, à la fois individuellement et collectivement, attachons comme importance à la consommation qu'on aura dans le futur. Donc c'est un truc assez réel, à nouveau. Merci. Ça nous fait une transition sur la troisième partie de cette conférence, donc sur les obligations, les actions, avec la sécurité ou la rentabilité. Donc la première question pour vous, c'est quelles sont les définitions, qui sont très très générales, hein, quelles sont les définitions de la monnaie et quel est son rôle. Voilà. Alors, la monnaie... Question de baccalauréat. Ah oui, je l'ai passé il y a longtemps. Alors, la monnaie, elle a toute une histoire qui remonte à avant mon baccalauréat. Et d'ailleurs, elle a pris différentes formes dans le temps. Et elle a des définitions plus ou moins larges. Alors, on parle de masse monétaire, M0, M1, M2, etc. Et pour commencer, M0, c'est ce qu'on connaît. C'est en particulier les pièces et les billets. Donc, c'est la vision la plus, je dirais, quotidienne, presque la plus enfantine de la monnaie. Et puis, il y a, dans un périmètre monétaire un peu plus large, qu'on appelle M1, qui inclut M0, mais dans lequel on met aussi ce qu'on appelle les comptes à vue, notamment. Donc ça, c'est les comptes bancaires que vous et moi pouvons avoir, qui ne sont pas rémunérés, ou qui, dans certains pays, sont rémunérés au taux court, et qu'on appelle aussi la monnaie scripturale. Donc ça prend de plus en plus d'importance. Et puis enfin, il y a les masses monétaires qu'on appelle M2, M3, qui incluent à nouveau M1, mais aussi des obligations d'État à très court ou moyen terme. Alors, notons que la monnaie, en tout cas la monnaie fiduciaire, elle n'est pas strictement nécessaire à l'économie. C'est pour ça que j'ai appelé mon livre « L'économie n'est pas qu'une affaire d'argent », notamment. Mais il y a eu de l'économie avant la monnaie fiduciaire, à l'époque du troc, et avec l'extension des transactions numériques, on en a quand même de plus en plus, on peut imaginer un jour une économie à nouveau sans monnaie, en tout cas sans monnaie fiduciaire. Et dans la science économique, la monnaie n'a d'ailleurs pas autant d'importance que ce que nous on lui prête dans notre vie économique quotidienne. Il y a les microéconomistes qui sont à peu près indifférents, qui ignorent assez largement la monnaie. Et puis, il y a les macroéconomistes, ceux qui regardent les grands agrégats, qui sont partagés. Il y a ce qu'on va dire les classiques, qui considèrent qu'elle a quasiment pas d'effet. On appelle ça un voile, qui ne joue que sur le niveau général des prix et des salaires, mais qui ne change pas la production et sa répartition. Et puis, il y a des courants plus récents, inspirés de Keynes,
qui lui voit davantage d'importance, notamment dans les situations de crise. C'est ce qu'on évoquait à l'instant, la politique monétaire, pour relancer ou freiner l'activité. On y reviendra lors de notre 7e conférence avec Agnès Benassiquet. Ce qui est certain, c'est qu'en l'absence de marché complet, on n'a pas trouvé un moyen aujourd'hui plus efficace que la monnaie pour faciliter les transactions et dépasser le troc. Et ce qui fait largement consensus, et ça c'est avant mon baccalauréat, puisque c'est Aristote, donc au IVe siècle avant notre ère, en Grèce, qui a posé les grandes fonctions de la monnaie, il en a donné 3. Alors, la première, c'est celle d'être une unité de compte. Si vous n'avez pas de monnaie, il faut dire, tiens, une poire, ça vaut 2 pommes, ça vaut 3 kiwis, etc. C'est pas bien pratique. Avec la monnaie, vous allez pouvoir dire, 100 kilos de pommes, ça vaut 100 écus, par exemple. Et donc, ça va permettre cette unité de compte. La deuxième fonction, c'est d'être un moyen d'échange. Robinson, il peut, avec la monnaie, échanger avec Esther 2 kilos de pommes contre 2 écus, plutôt que 1 kilo de pommes contre 1 kilo de poire, sachant que le kilo de poire d'Esther, peut-être qu'il n'en a pas besoin. Et en sens inverse, donc il pourrait bien échanger avec Esther ce kilo de poire contre une reconnaissance de dette, mais la reconnaissance de dette d'Esther, elle n'a pas la même sécurité que quelques écus. Et donc, c'est là la troisième fonction de la monnaie, c'est d'être une réserve de valeur. Et si Robinson sait qu'aujourd'hui, il peut obtenir 100 écus contre 100 kilos de pommes, il doit être confiant que dans un an, avec ces 100 écus, que ces 100 écus garderont encore une certaine valeur, on pourrait dire un certain pouvoir d'achat. Et c'est ce que, en principe, le système monétaire et bancaire garantit. Si je prends mon exemple, avec une inflation de 2%, dans un an, ces 100 écus lui permettront d'acheter non plus 100 kilos, mais 98 kilos. Ça n'a pas trop perdu. Et si il a placé ces 100 écus à la banque au taux nominal de 5%, il va, compte tenu de l'inflation, pouvoir acheter 103 kilos. Et donc, à nouveau, la monnaie lui aura donné une certaine sécurité. Et donc, ce qui définit d'abord la monnaie, c'est cette sécurité. Elle n'est pas l'actif le plus rentable, et on va y revenir avec Didier, mais c'est par définition, en principe, le plus sûr que les obligations d'État, plus sûr évidemment que les actions, qui peuvent varier à chaque instant, plus sûr que l'immobilier, qui lui aussi connaît des hauts et des bas, plus sûr que les objets de valeur, hein, et je dirais plus sûr que des choses un peu plus originales comme les NFT et autres innovations numériques sur lesquelles on peut revenir. Et de fait, lorsqu'on regarde les données de l'INSEE, et notamment le compte de patrimoine, je renvoie au tableau économique d'ensemble, qui est un document très intéressant, on voit que la monnaie, ça n'est qu'une petite partie du patrimoine, et alors qu'on a, ces dernières années, avec une politique monétaire quand même, en tout cas jusqu'à peu de temps, très créatrice de monnaie, beaucoup augmenté la monnaie, notamment par exemple la masse monétaire M1, et ben ça ne représente que 10% du patrimoine. Donc ça reste limité. Et c'est l'occasion, quand je parle de ces 10%, de constater que ce n'est pas la croissance monétaire qui fait la richesse réelle d'un pays, parce que la monnaie, quand vous en avez, c'est votre actif, mais c'est aussi le passif de quelqu'un. C'est le passif de l'État, sa banque centrale qui l'a émis, ou de la banque commerciale qui l'a émis. Et si la banque centrale vous donne 100 €, vous allez dire que je suis plus riche. Mais par contre, si la banque centrale donne 100 € à tous les habitants de la zone euro,
alors la zone euro n'en sera pas plus riche. C'est là qu'on voit que ce qui est vrai à l'échelle individuelle n'est pas toujours vrai à l'échelle collective, parce que la zone euro, elle n'a pas changé ses facteurs de production, son nombre d'échelles, et donc elle aura toujours la même capacité productive. Peut-être que si on a donné 100 € à tout le monde, c'est simplement les prix qui auront augmenté par hausse de la masse monétaire. Et donc, l'essentiel de la richesse, on y reverra, c'est pas dans la monnaie, c'est dans le capital industriel, le capital naturel, le capital humain. Et ça sera le thème de notre 9e conférence. Merci. Il y a une richesse que d'hommes. Alors maintenant, on a quand même des questions là, qui sont assez importantes sur le prix des actifs. Ça, c'est la question pour Didier. Comment est-ce que se forme ce prix des actifs? Et puis aussi la question des obligations d'État, des actions, qu'est-ce qui est le plus rentable, qu'est-ce qui est le plus sûr? Voilà une petite série de questions pour mon voisin de droite. Très bien. Alors, si vous permettez, je voudrais juste revenir sur rebondir sur ce que disait Renaud. Je parlais essentiellement de la masse monétaire. Oui. Moi, dans mes cours, je leur dis attention, il y a un autre agrégat monétaire hyper important qui a commencé, auquel on prête attention depuis la mise en place des politiques monétaires accommodantes aux États-Unis en novembre 2008 et par Mario Draghi, en tout cas le quantitative easing en mars 2015, qui est la base monétaire. Et je pense qu'il faut vraiment bien distinguer, quand on parle de monnaie, la masse et la base. La masse monétaire, ça a été très bien dit, c'est la monnaie détenue par les agents économiques sous différentes formes, je ne comprends pas moins bien ce qu'a dit Bruno il y a un instant, dont les sources sont le crédit, les créances sur le trésor et l'entrée nette de devise. Ça, c'est la masse monétaire. Et puis à côté, depuis 2008 aux États-Unis, on a vu exploser ce qu'on appelle la base monétaire. La base monétaire, c'est la monnaie détenue par les banques sur leur compte banque centrale, j'en parlais il y a un instant. Et en fait, la politique monétaire dite accommodante, c'est principalement l'achat d'actifs aux banques, aux États-Unis, des créances titrisées adossées à des subprimes et des obligations d'État. Mario Draghi, c'est essentiellement des obligations d'État. Donc la Banque centrale achète par triard des actifs aux banques et en contrepartie, elle crédite le compte des banques à la Banque centrale. Alors j'ai quelques chiffres, comme je parle souvent de ça dans mes étudiants. Le bilan de la BCE, précisément entre 2015 et donc début de la mise en place du quantitative easing et aujourd'hui, il est passé de 2 000 à 7 000 milliards. Donc les 5 000 milliards, c'est la création de bases monétaires en contrepartie de l'achat d'actifs. Ça n'est pas de la masse monétaire. Ça me paraît extrêmement important. Et il y a une relation entre la masse et la base, bien évidemment. Aux États-Unis, on est passé en novembre 2008, date du premier quantitative easing, qui s'appelle le QE1, de 800 milliards, qui était le compte de dépôt des banques à la Banque centrale, à, en 2014, fin de la première série, avant le nouveau quantitative easing pandémique, on est passé de 800 à 4 000 milliards, plus 3 200 milliards. Et aujourd'hui, le bilan de la Banque centrale, de la Fed, c'est 8 000 milliards. On est passé de 1 000 en gros à 8 000. Il s'agit de la base monétaire. Et par exemple, si on veut analyser l'impact de la monnaie sur l'inflation, c'est la masse monétaire qui est liée à l'inflation. Parce que cette masse monétaire, ça a été dit il y a un instant, c'est le pouvoir de consommer, d'épargner, de consommer. Bien. Alors que la base monétaire, en fait, n'a pas un impact, sauf sur le prix des actifs. C'est bien là où je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Cette création énorme de base monétaire, elle a conduit à augmenter le prix des actifs financiers, elle a conduit à augmenter le prix de l'immobilier, alors que pendant toute une période, l'inflation a été faible parce que la masse monétaire n'avait pas tant progressé que cela. Et là, bon, évidemment, les choses ont un peu changé. Il y a eu des politiques de dépenses publiques qui ont créé de la masse monétaire, qui a été aussi à l'origine de retour d'inflation, mais ce n'est pas ça uniquement l'origine de l'inflation. Mais ce que je voudrais dire, moi, c'est qu'il faut que ceux qui nous écoutent fassent bien la différence entre la base monétaire, monnaie détenue par les banques à la Banque centrale, et la masse monétaire. Et quand on regarde les graphes, l'évolution de la base qui a explosé et de la masse qui est restée presque stable, enfin, un peu aussi augmentée, là, on peut dire plein de choses sur ce sujet. Voilà pourquoi je réagis sur ces deux agrégats. Auparavant, quand j'ai fait mes études d'économie, on ne parlait pas de base monétaire. On parlait aussi que de masse monétaire. On disait la théorie quantitative de la monnaie, la relation entre l'inflation et la monnaie. Mais c'est l'inflation et la masse monétaire. Hein. C'est pas l'inflation et la base monétaire. Donc voilà ce que je voulais dire. Il restait peut-être une question ou deux sur le prix des actifs, c'est ça? Oui, sur le prix des actifs. Oui. Alors, Bruno a déjà, à mon avis, parfaitement répondu.
en indiquant que quand les taux d'intérêt baissaient, la valeur des actifs montait, et qu'on ne comprenait pas vraiment pourquoi d'ailleurs, et que est-ce que vraiment la valeur réelle de ces actifs montait parce que les taux baissaient. Et donc là, le débat, enfin la question qui est derrière, qui est quelle est la valeur fondamentale d'un actif? Quelle est la valeur fondamentale d'une action? Et là, je confesse que je ne sais pas. Je ne sais pas si Bruno connaît la valeur fondamentale d'EDF. C'est quoi? Elle n'est plus cotée, donc c'est tranquille. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'il avait le côté en touche? Voilà. Bon. Et donc, en fait, pour moi, le sujet il est là. Et je fais toujours référence, la parabole est très connue avec le chapitre 12 de Keynes, le fameux concours de la beauté. Je ne reviendrai pas, tout le monde le connaît. Mais en fait, moi, c'est un peu ça. C'est-à-dire, je ne connais pas. Alors, après, quand vous lisez les modèles d'évaluation des actions, vous retombez sur Gordon Shapiro, par exemple, l'un des plus connus, qui vous dit ce que disait tout à l'heure Bruno, finalement, c'est quoi le prix d'une action? C'est la somme des profits futurs ou des dividendes actualisés. Bon, alors une fois que vous avez fait ça, il va falloir déjà dire comment vont progresser les profits. Alors, dans le modèle de Gordon, ils prennent un taux de progression unique. Et ensuite, c'est une suite géométrique, et ils arrivent à dire la valeur d'une action, c'est son dividende de la prochaine année divisé par le taux d'intérêt moins le taux de croissance des dividendes. Donc, une fois que vous avez dit ça, franchement, vous comprenez que le cours des actions bouge chaque seconde parce que le taux de croissance des dividendes, parce que le taux d'intérêt et parce que... C'est ça que je voulais dire tout à l'heure sur les actions. Les actions, certes, quand on connaît le prix actuel, on connaît le prix futur, mais pour comprendre le prix actuel, il faut faire toutes ces anticipations et ces déclats. Je crois quand même que quand le prix est trop loin, parce que les anticipations sont bien différentes du prix, il y a des espèces de mécanismes de retour à l'équilibre. En tout cas, il y a des arbitragistes qui vont essayer de ramener les choses à l'équilibre. Ou d'éclatement de bulle. Voilà, ou d'éclatement de bulle, parce que tout d'un coup, les anticipations ont changé. Et tout à l'heure, vous parliez du rating et des obligations d'État. Il est possible que tout d'un coup, une entreprise qu'on croyait très solide, j'en ai une en tête dans le numérique en ce moment, tout d'un coup, on la croit plus solide et son cours s'effondre. Et c'est là qu'il y a le concours de beauté. C'est-à-dire que, oui, Didier, au premier regard, la valeur fondamentale, c'est les anticipations futures. Sauf que ces anticipations, vous ne les trouvez pas, elles ne sont pas écrites. Et donc, ce n'est pas seulement vos anticipations. C'est ce que vous pensez des anticipations des autres. C'est ça qu'on appelle le concours de beauté de Keynes. Voilà. Et donc, oui, il n'est pas impossible que de temps en temps, la valeur des choses s'écarte de leur valeur fondamentale, mais comme cette valeur fondamentale n'est pas observable, c'est difficile de dire tiens, ça c'est une bulle, ça c'est une valeur fondamentale. Si on le savait, en général, quand tout le monde est conscient que c'est une bulle, la bulle s'effondre. La conscience collective. Je vois, il nous reste 10 minutes. Je crois qu'on a quelques questions qui vont être posées par nos auditeurs en ligne. En avant. Je pose 3 questions du chat d'un coup. Allons-y. Allons-y, oui. On va Alors, commencer par la première. alors la première, c'est les taux d'intérêt à long terme sur les marchés financiers vont-ils rester durablement élevés étant donné le vieillissement de la population qui suppose un besoin d'épargne pour le financer? Ça vous branche ça? Ah, moi j'adore Je ce suis sujet. content de cette question, oui. Ok. On répond tout de suite? Non, on va prendre les 3 de toute façon. Alors, la deuxième question, elle est adressée à Bruno Bensasson. Est-ce que EDF Énergie Renouvelable s'assure contre les risques climatiques, par exemple contre la dégradation des éoliennes en mer en cas de cyclone? Et comment est-ce que ça marche concrètement? D'accord. Une question Ça, je peux répondre. bien concrète. Et la dernière, pendant la crise du Covid en 2020-2021, la croissance économique a plongé et les marchés financiers se sont envolés. Comment expliquez-vous cela? Finance et marché financier. D'accord. Oui, d'accord. Ok. Bon, Oui, moi, on va je commencer par la prends première question. peut-être taux d'intérêt démographie, et puis Ouais, tu ouais, prends le ouais. reste, Didier, et puis je pourrais réagir sur Les éoliennes, je prends aussi. Ah D'accord, oui, oui, je me sens concerné, mais c'est bon. Donc, taux d'intérêt et démographie, alors je vous renvoie principalement à un livre que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle The Great Demographic Reversal, donc en français, la grande transformation démographique, qui traite précisément de ce sujet et qui tâche de faire le lien entre la démographie,
le taux d'épargne, et on l'a dit, si les gens épargnent beaucoup, ça fait plutôt baisser les taux. Alors, est-ce que les gens épargnent beaucoup? Ça renvoie éventuellement à la théorie du cycle de vie de Friedman et Modigliani. On reparlera de Franco Modigliani avec David Tesmar bientôt. Franco Modigliani, qui est également célèbre pour ses travaux sur le financement des entreprises et le coût du capital, dit globalement, dans ces jeunes années, on ne gagne pas beaucoup, on ne peut pas épargner, on désépargne, éventuellement on emprunte. Au cœur de sa vie active, eh bien là, on a tendance à gagner plus, et donc on va pouvoir épargner. En tout cas, c'est le moment où on a le plus de chances d'épargner. Et ensuite, sur ces 2 jours, on désépargne, on consomme plus qu'on ne produit. Et c'est pour ça que on a intérêt à avoir mis un peu d'épargne de côté. Alors, quand vous regardez ça, c'est pas nécessairement, je dirais, les pays très vieux qui épargnent. C'est les pays qui sont encore suffisamment jeunes pour épargner, mais qui savent qu'ils vont devenir vieux. Donc, c'est quelque chose de dynamique. Et oui, je crois qu'aujourd'hui, si une série de pays, dont je vous invite à regarder les distributions d'âge, qui ne sont plus des pyramides, qui ne sont même pas des crayons à papier, mais qui sont des toupies, si ces pays épargnent beaucoup, je vais citer la Chine, le Japon, la Corée du Sud, l'Allemagne, l'Italie, c'est parce qu'ils ont des pyramides, des distributions démographiques qui ont des formes de toupies. Et donc, quand vous avez de telles distributions, vous épargnez beaucoup et ça fait baisser les taux. Après, c'est juste ces pays. Il y a d'autres pays qui ont d'autres formes. Mais je crois, et c'est d'ailleurs une des questions que je pose dans le chapitre de conclusion, parce que l'économie est une science encore jeune et encore il y a beaucoup de choses à apprendre, je pense que ce siècle, il sera profondément démographique. On est déjà dans des mouvements démographiques très puissants, puisque si la population totale augmente, la population active, celle qui produit des pommes ou des services, elle, dans beaucoup de pays, elle a atteint son maximum, voire elle décline. En Chine, en Allemagne, au Japon, en Italie, la population active décline. Et si vous prenez, mettons 1,4 enfants par femme, alors comme ça se fait à 2, ça fait 0,7 par personne, ça veut dire que d'une génération à l'autre, donc sur 25 ans, la population, la génération, elle baisse de 30%. Sur 50 ans, elle baisse de 50%. Et donc, quand vos générations, il y a des transformations des sociétés qui sont totalement inédites, parce que ça fait sans doute depuis des millénaires qu'on n'a pas connu un tel changement démographique. Et donc, il ne faut pas être surpris que les taux aillent dans tous les sens. En tout cas, mon sentiment, c'est que ça va profondément modifier l'épargne. Ça peut aussi modifier l'intérêt de l'investissement. Et donc, le taux d'intérêt, ça va être la rencontre entre le taux d'épargne et entre l'épargne et l'investissement. Et je n'aurais pas, je dirais, l'imprudence de dire ce soir dans quel sens ça va. Je vous invite plutôt à lire donc The Great Demographic Reversal, qui est un très bon livre. Les éoliennes. Alors, les éoliennes. Alors, en fait, les énergies renouvelables, éolien, hydraulique, solaire, en même temps qu'elles contribuent à lutter contre le dérèglement climatique, elles peuvent en être aussi les victimes. L'hydraulique doit se poser la question de changement des régimes d'eau. Il n'y aura pas moins d'eau, mais elle arrivera à des moments différents. L'éolien et le solaire peuvent aussi être victimes soit d'évolutions tendancielles, pas nécessairement violentes. Par exemple, il y a plus de vent ou moins violent, mais ce n'est pas nécessairement des événements violents. Il n'y aura pas plus ou moins de soleil, ça dure depuis longtemps. Mais il peut aussi y avoir ce qu'on appelle non seulement donc, des risques de fréquence, mais des risques d'intensité. Et donc, on peut connaître effectivement, et on le connaît, des événements qui n'étaient pas nécessairement dans les statistiques avant. Évidemment, quand on dimensionne un parc solaire, on intègre les risques climatiques, météorologiques qui peuvent arriver. Mais récemment, on a vu, par exemple dans le sud-ouest de la France, de la grêle. La grêle, on avait bien prévu qu'il pouvait y avoir de la grêle. Simplement, on avait plutôt prévu des billes. En fait, c'est des boules de pétanque qui sont tombées.
On a également, dans un autre pays, en Grèce, connu des inondations. On avait prévu, mais pas de cette ampleur. On a connu, dans d'autres pays encore, des tempêtes de vent très puissantes. Et donc, si la tempête, elle est dans, je dirais, les scénarios de dimensionnement de l'installation industrielle, eh ben, ça va passer, ça va résister. Si elle ne l'est pas, eh bien, ça coince. Donc, la première chose, c'est d'anticiper les risques, de bien les mesurer pour dimensionner les installations. Et puis après, parce qu'il y a il y a toujours une variation autour de l'anticipation, c'est prudent de prendre une assurance. Donc oui, on s'assure et on s'assure contre ces risques. Ça nous permet effectivement, comme à Robinson Esther, de lisser nos coûts, nos bénéfices. À la fin, c'est pas gratuit. L'assurance, elle va vous faire payer des primes d'assurance qui sont le reflet de l'anticipation des indemnités qu'elle va devoir vous percer en cas de problème. Donc, la première chose, c'est de dimensionner correctement ces installations. Et puis ensuite, pour lisser les résultats, oui, c'est une bonne idée de prendre des assurances, tant que le secteur des assurances, que je remercie, veut bien assurer ces risques. Moi, j'ai une question, si je peux me permettre, en fait, c'est est-ce que les entreprises industrielles, je pense par exemple à des parcs de loisirs, Euro Disney, etc., qui ont un risque énergie important à travers leur parc hôtelier, peuvent négocier avec EDF des contrats d'approvisionnement à prix fixe, à long terme, et quel est l'horizon du long terme? Et est-ce qu'il existe aussi parmi les produits, parce que l'inconvénient de s'engager sur 2 ans, je ne sais pas si ça se fait sur un prix fixe d'électricité, c'est que si le prix baisse, on ne peut pas profiter de la baisse. Et donc, est-ce qu'il y a des options sur le prix de l'électricité que EDF propose à ses clients industriels? Alors, absolument. Donc là, c'est vraiment quelque chose qu'on fait tous les jours. Donc, on vend de l'électricité, alors éventuellement du jour pour le lendemain, mais aussi dans la durée. Il est très classique de vendre de l'électricité à 1 an, à 2 ans, à 3 ans. Et on convient donc d'un prix. Oui, il n'y a pas de moyen de portage, mais sur la base des anticipations, d'offres, de demandes, Il y a un marché à terme de de gré à gré d'électricité. de gré à gré, et pas seulement de gré à gré. Il y a des places organisées qu'on appelle Power Next, sur lesquelles on est. Ensuite, en plus de ça, en ce moment, petit moment, je dirais, d'actualité, on essaye d'augmenter la maturité, mes collègues de commerce essayent d'augmenter la maturité à 4 ans, 5 ans. Et puis, on conclut aussi des contrats de très long terme. Par exemple, ça fait longtemps que des entreprises demandent à acheter des énergies renouvelables, pas pour 2 ans ou 5 ans, pour 10, 15 ou 20 ans. Donc, elles demandent de l'énergie renouvelable, solaire, éolienne, pour 10, 15, 20 ans. On convient d'un prix au terme d'un processus concurrentiel. Et nous-mêmes avons, donc EDF Renouvelable, EDF, avons organisé un processus, je dirais, d'appel aux entreprises en leur disant, vous voudriez de l'électricité renouvelable pour 10, 15 ou 20 ans, c'est à votre choix. Dites-nous le prix que vous voulez. Vous pouvez l'indexer sur l'inflation ou pas, on fera nos petits calculs. Et les gens ont pris effectivement, et donc il y a des parcs solaires, des parcs éoliens dont on dit, tiens, alors il y a des clients publics, SNCF, L'Oréal, Plastic Omnium, OVH, pour en citer quelques-uns, qui nous achètent de l'électricité. En moyenne, ils ont pris du 19 ans, donc des choses quand même assez longues. Et donc oui, il y a des marchés complets, il faut que les gens se rencontrent, mais en se parlant, en fait, nous on y trouve un intérêt parce qu'on a la sécurité du prix à terme, là on sécurise les choses. Alors après, on peut toujours avoir des regrets en se disant « Oh tiens, j'aurais pu vendre plus cher » ou « Oh tiens, j'aurais pu acheter moins cher ». Ça, c'est la vie. Mais quand vous engagez, et donc vous lissez. Et donc effectivement, vous avez payé le prix d'une assurance, mais vous en bénéficiez aussi de la sécurité. Très bien. Ah, c'était... Il y avait une petite question, il y a une petite question encore, qui est la dernière d'ailleurs, parce qu'on va arriver à la fin de cette conférence. C'était quoi? Alors, c'est pendant la crise épidémique, donc il y a à la fois une crise d'offres et de demande dans tous les sens, mais d'abord une crise sanitaire, humaine et un peu, d'abord, je dirais, une crise d'offres. Pourquoi est-ce que l'économie a chuté et en même temps les marchés ont monté? Alors, sur la hausse des marchés, je peux répondre. En fait, en mars 2020, au moment du début de la crise pandémique, Christine Lagarde a annoncé un plan qui s'appelle le PEPP, Pandemic Emergency Purchase Programme, d'achat d'actifs aux banques pour la concurrence de 1850 milliards, ce qui est quand même beaucoup. Et donc, en fait, ce qu'ont fait les banques, ils ont acheté des obligations sur le marché secondaire
car je rappelle que la Banque Centrale Européenne n'a pas le droit d'aller sur le marché primaire et de financer directement les États. Elle dit aux banques, achetez vous-même sur le marché secondaire et revendez-moi à moi. Hein. Vous n'avez pas le droit de boire du coca, mais vous dites au type de traverser la rue et vous achetez une bouteille de coca, ça vous avez le droit. Et donc en fait, quand vous avez, comme j'allais dire inondé, quand vous créez 1850 milliards de base monétaire, qui correspond à l'achat d'obligations, par définition, vous faites monter le prix des obligations et vous faites baisser les taux d'intérêt. Et cette base monétaire, qui n'est pas utilisée vraiment pour refinancer des prêts, hein, puisqu'il y a encore à peu près 5 000 milliards de base monétaire dans le bilan de la Banque Centrale Européenne, elle sert aussi à acheter d'autres types d'actifs, dont des actions. Et donc, en fait, la hausse, et ça, c'est ce qu'on appelle une bulle. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas acheté des actions parce qu'on pensait que les profits allaient être révisés à la hausse dans cette période de pandémie, mais parce qu'on a 1850 milliards qui arrivent et qui sont octroyés par la Banque Centrale Européenne. Et je voudrais dire, parce que la question est parfois posée, c'est d'où la Banque Centrale Européenne sort-elle ces triards? C'est un jeu d'écriture comptable tout bête, c'est-à-dire que la banque, elle vend pour 1000 milliards d'obligations qu'elle a à son actif, et on crédite comptablement son compte de 1000 milliards. Et donc, en fait, c'est un jeu d'écriture, elle pourrait en créer exponentielle de fois ce que je viens de dire. Donc ça bouge à l'actif, ça bouge au passif, on reviendra sur la richesse, mais le patrimoine français, c'est 20 trilliards maintenant. Et ça, c'est le patrimoine non financier, c'est le patrimoine réel. Après, il y a le patrimoine financier, il y a des actifs et des passifs, ils sont quasiment égaux. Il y a 40 trilliards d'actifs, mais il y a aussi 40 trilliards de passifs. Donc tout ça, à la fin, à nouveau, la richesse, c'est d'abord le capital humain, le capital économique, social. Je voulais à nouveau, par rapport à ce que dit Didier sur 2020-2021, on va conclure très vite, signaler que la Banque centrale a fait ça pour soutenir l'économie et la demande. Elle a donc baissé les taux, et notamment les taux réels, qui étaient très bas. Et quand vous faites baisser les taux réels, ça fait monter la valeur des actifs, parce que si le taux est à 5%, ça veut dire que la valeur d'une échelle, c'est ce qu'elle produira pendant 20 ans. Si le taux est à 1%, c'est ce qu'elle produira pendant 100 ans. Alors, si le taux est à 0% ou à moins 1%, je vous invite à réfléchir ce que ça fait, mais ça fait beaucoup. Mais l'échelle, elle produit toujours la même chose. Et c'est là que je reviens sur un petit côté effet d'optique. Plus les taux sont bas, donc moins ça rapporte, plus c'est cher. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci Didier Marteau. Merci Bruno Benzasson. Merci beaucoup, Hervé. La parole est à Béatrice. Écoutez, un grand merci pour ce moment passionnant. Alors là, le professeur d'économie que je suis a pris un immense plaisir à vous suivre. Merci Bruno, merci Hervé, merci Didier. C'était très clair, très pédagogique. Je crois qu'on a abordé beaucoup de choses qui couvrent des notions essentielles en économie. Merci Charline et merci Camille de nous avoir transmis des questions et d'avoir rendu ce rendez-vous possible. Merci également aux participants dans la salle. Alors j'ai le grand plaisir d'annoncer la prochaine édition, la conférence 6 qui aura lieu avec David Tesmar le 13 mars. On vous y attend très nombreux. On va parler de croissance et de récession, des hauts et des bas. Donc, vous voyez que ça s'inscrit dans le fil tout à fait cohérent de nos échanges. Merci beaucoup et bonne soirée à vous. Bonne soirée. Au revoir. Merci. Au revoir.